La France a eu 3 premiers ministres en l'espace de seulement un an. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier. Chacun avec ses priorités différentes, ses politiques contradictoires, ses promesses non tenues. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est du chaos politique institutionnalisé. Et pendant que les politiciens jouent aux chaises musicales à Matignon, l'économie française s'effondre. Les entreprises ne savent plus à quelle politique se fier. Les investisseurs fuient l'incertitude, les réformes nécessaires sont abandonnées à mi-chemin. Les problèmes structurels s'aggravent. Cette instabilité politique pathétique n'est pas un simple embarras démocratique. C'est une catastrophe économique en temps réel qui détruit méthodiquement ce qui reste de la compétitivité française. Et personne ne semble s'en soucier suffisamment pour y mettre fin. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut revenir au début de cette comédie tragique. Elisabeth Borne est devenue première ministre en mai 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron. Elle était censée piloter les réformes difficiles du second mandat. La réforme des retraites était la priorité absolue. Le système de retraite français était clairement insoutenable avec le vieillissement de la population. Repousser l'âge de départ était mathématiquement nécessaire. Borne a poussé cette réforme contre une opposition massive. Des millions de Français sont descendus dans la rue. Les syndicats ont organisé des grèves paralysantes. Le gouvernement a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour forcer l'adoption de la loi sans vote parlementaire. C'était brutal, mais la réforme est passée. Mais à quel prix? La popularité du gouvernement s'est effondrée. La légitimité politique de Borne était en lambeaux. Elle était devenue le visage de l'impopularité, le bouc émissaire parfait. Pendant plus d'un an, elle a lutté pour gouverner avec une majorité parlementaire fragile, attaquée de toutes parts, incapable de faire avancer d'autres réformes. Chaque projet de loi devenait une bataille épuisante. L'énergie politique était consumée dans des combats d'arrière-garde. L'économie stagnait pendant que le gouvernement était paralysé par ses conflits internes et son manque de soutien parlementaire. En janvier 2024, Macron a décidé de sacrifier Borne. Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, a été nommé. Attal était le golden boy de la Macronie. Jeune, dynamique, médiatique. Il était censé apporter un nouveau souffle, restaurer la popularité du gouvernement, relancer l'agenda de réforme. Mais Attal n'a eu que quelques mois avant que Macron ne commette l'erreur fatale de dissoudre l'Assemblée nationale après la défaite aux élections européennes de juin 2024. Cette dissolution était une tentative désespérée de reprendre l'initiative politique après la victoire écrasante du Rassemblement national aux européennes. Macron a parié que les Français voteraient différemment lors d'élections législatives. Il a perdu son pari de manière spectaculaire. Les élections législatives de juin et juillet 2024 ont produit une Assemblée nationale fragmentée en 3 blocs, incapables de former une majorité. La gauche, avec le nouveau Front populaire, est arrivée en tête mais sans majorité. Le bloc centriste macroniste a été affaibli. L'extrême droite a progressé mais moins que prévu. Le résultat était une paralysie politique totale. Pendant des semaines, la France a été sans gouvernement. Attal est resté Premier ministre par intérim pendant les Jeux Olympiques, gérant les affaires courantes mais incapable de prendre des décisions importantes. L'économie française était en pilotage automatique. Aucune nouvelle politique ne pouvait être mise en œuvre. Les projets de loi budgétaire étaient dans les limbes. Les investisseurs regardaient ce spectacle pathétique avec incrédulité. Comment la 6e économie mondiale pouvait-elle être gouvernée de manière aussi chaotique? En septembre 2024, après d'interminables tractations, Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Barnier, ancien commissaire européen et négociateur du Brexit, était censé être un choix de stabilité. Un vieux routier de la politique capable de naviguer dans l'Assemblée fragmentée. Mais sa nomination a immédiatement déclenché une nouvelle crise. La gauche l'a dénoncé comme un coup de force antidémocratique puisque le nouveau Front populaire était arrivé en tête aux élections. La droite dure a vu une opportunité de faire chanter le gouvernement pour obtenir des concessions. Barnier a formé un gouvernement minoritaire dépendant de la tolérance du Rassemblement national. Une situation grotesque où le gouvernement de la République survit uniquement parce que l'extrême droite choisit de ne pas le renverser pour l'instant. Cette épée de Damoclès pend au-dessus de chaque décision gouvernementale.
Barnier ne peut rien faire qui déplaise trop au RN sous peine de censure immédiate. C'est une paralysie politique déguisée en gouvernance. Pendant toute cette année de chaos politique, l'économie française a continué à se détériorer. La croissance est anémique. La France a enregistré une croissance de seulement 0,9% en 2024, bien en dessous de la moyenne européenne et des prévisions gouvernementales. Le chômage reste élevé, particulièrement chez les jeunes. La dette publique a franchi le seuil symbolique de 3 000 milliards d'euros, dépassant 110% du PIB. Le déficit budgétaire est complètement hors de contrôle, dépassant 5% du PIB, bien au-delà des limites européennes. La situation budgétaire est particulièrement catastrophique. Avec 3 premiers ministres différents, il n'y a eu aucune cohérence dans la politique budgétaire. Chaque nouveau gouvernement arrive avec ses propres priorités de dépenses. Les coupes promises par le précédent gouvernement sont abandonnées. Les nouvelles dépenses s'accumulent. Personne n'a le courage politique de faire les choix difficiles nécessaires pour assainir les finances publiques. Le résultat est un budget français qui ressemble de plus en plus à celui d'un pays du tiers-monde. Déficit massif financé uniquement par l'emprunt sans aucune perspective crédible de retour à l'équilibre. Bruxelles regarde ce désastre avec inquiétude croissante. La France viole ouvertement les règles budgétaires européennes. La Commission européenne a ouvert une procédure pour déficit excessif contre la France. Mais que peut faire Bruxelles? Imposer des amendes à un pays qui ne peut déjà pas équilibrer son budget? Suspendre le vote de la France dans les institutions européennes? Ces options sont politiquement explosives et probablement contre-productives. Alors, Bruxelles se contente de sermonner Paris tout en sachant que ces sermons sont ignorés. Les agences de notation surveillent la situation française de très près. Moody's, Standard & Poor's, Fitch ont toutes émis des avertissements. Une dégradation de la note souveraine française est de plus en plus probable. Si la France perd son triple A, qui a déjà été dégradé, mais reste à un niveau relativement élevé, les coûts d'emprunt augmenteront. Avec 3 000 milliards d'euros de dette, chaque augmentation d'un point de pourcentage des taux d'intérêt coûte 30 milliards d'euros supplémentaires par an en intérêt. C'est insoutenable. Le secteur privé français souffre terriblement de cette instabilité politique. Les entreprises ont besoin de prévisibilité pour planifier leurs investissements. Quand le gouvernement change tous les quelques mois, quand la politique fiscale est en flux constant, quand les réglementations sont modifiées puis remodifiées, les entreprises arrêtent d'investir. Pourquoi construire une nouvelle usine en France quand vous ne savez pas quelles seront les règles fiscales et sociales dans 6 mois? Pourquoi embaucher quand les lois du travail pourraient changer radicalement avec le prochain gouvernement? Les investissements directs étrangers en France ont chuté de manière spectaculaire. Les entreprises multinationales qui envisageaient d'investir en France reportent leurs décisions ou choisissent d'autres pays plus stables. L'Allemagne, malgré ses propres problèmes, offre au moins une certaine prévisibilité politique. L'Espagne a réussi à former un gouvernement stable malgré ses divisions. La France est devenue l'homme malade de l'Europe, le pays instable où il est risqué d'investir à long terme. Les réformes structurelles nécessaires sont toutes en suspens. La réforme du marché du travail pour réduire le chômage structurel? Abandonnée. La réforme de la fonction publique pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité? Abandonnée. La réforme du système éducatif qui produit trop de diplômés non qualifiés? Abandonnée. La réforme fiscale pour simplifier le système byzantin d'impôts et de taxes? Abandonnée. Chaque nouveau Premier ministre arrive avec la prétention de faire ces réformes, mais aucun n'a le temps ni le capital politique nécessaire pour les mener à bien. La situation politique continue de se dégrader. Barnier, comme ses prédécesseurs, découvre qu'il est impossible de gouverner avec une Assemblée nationale aussi fragmentée. Chaque projet de loi devient une négociation épuisante où il faut obtenir des soutiens d'opposants qui exigent des contreparties contradictoires. Le budget de 2025 pourrait bien provoquer une nouvelle crise. Si Barnier utilise l'article 49.3 pour forcer l'adoption du budget, le Rassemblement national a menacé de déposer une motion de censure. Si cette motion est adoptée, Barnier tombe et la France se retrouve sans gouvernement pour la 4e fois en un an. Cette perspective d'un 4e Premier ministre en moins de 18 mois est absolument grotesque. Aucun pays développé ne peut fonctionner avec ce niveau d'instabilité politique.
L'économie française ne peut pas être pilotée par un gouvernement différent tous les 4 mois. Les problèmes structurels profonds de la France, le chômage, la dette, la faible compétitivité, la bureaucratie étouffante, nécessitent des réformes cohérentes mises en œuvre sur plusieurs années. Cette instabilité rend impossible toute action gouvernementale significative. Le problème fondamental est que le système politique français est cassé. La Constitution de la Ve République était conçue pour un système bipartisan ou à 2 blocs. Elle ne fonctionne pas dans une assemblée fragmentée en 3 ou 4 blocs inconciliables. La dissolution parlementaire, censée être l'arme ultime du président pour résoudre une crise, a empiré la situation en produisant une assemblée encore plus ingouvernable. Macron a détruit sa propre majorité par arrogance et mauvais calculs politiques. Les conséquences économiques de cette année de chaos vont se faire sentir pendant longtemps. Les entreprises qui ont reporté des investissements ne reviendront pas rapidement. La confiance, une fois perdue, est difficile à restaurer. Les talents qui choisissent d'aller travailler à l'étranger plutôt que de rester dans ce marasme politique ne reviendront peut-être jamais. La réputation de la France comme pays stable et gouvernable est gravement endommagée. Reconstruire cette réputation prendra des années de gouvernance stable et cohérente, ce qui semble impossible dans le système politique actuel. La France n'est pas au bord d'un effondrement économique immédiat. L'économie française est trop grande et trop diversifiée pour s'effondrer du jour au lendemain, mais elle est engagée dans un déclin lent et régulier. La croissance stagne, la compétitivité se détériore, la dette s'accumule, le chômage reste élevé, les services publics se dégradent, et pendant ce temps, les politiciens jouent à des jeux de pouvoir à Matignon, indifférents aux conséquences économiques de leur incompétence collective. 3 premiers ministres en un an n'ont pas détruit l'économie française par malveillance. Ils l'ont détruite par incapacité à gouverner, par instabilité chronique, par absence de vision cohérente, par soumission aux calculs politiques à court terme au détriment de l'intérêt économique national à long terme. L'économie française meurt de 1000 coupures administratives pendant que ses dirigeants politiques se succèdent à une vitesse qui rendrait un gouvernement bananier jaloux. C'est pathétique, c'est évitable, et c'est en train de se produire sous nos yeux.